Merci de choisir HK6 Télévision. Vous nous regardez à travers la République démocratique du Congo et même à l'extérieur. Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Littératura. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter un nouvel ouvrage intitulé Au pied du mont Fuji. L'auteur est avec moi sur ces plateaux. Il s'agit de Moukadi Ilonga, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour m'avoir accueilli sur ces plateaux et c'est un plaisir d'être ici. Merci bien. Vous êtes Moukadi Ilonga, né à Likasi pour ceux qui ne vous connaissent pas. Et donc, vous êtes membre de la Compagnie de Jésus-Christ et missionnaire au Japon, diplômé en philosophie et en théologie. Vous êtes auteur de plusieurs articles qui traitent aussi bien de la philosophie que de la politique, de la religion. Actuellement, vous êtes en train d'achever un master de philosophie à Sophia University, à Tokyo, au Japon, polyglotte, et passionné d'écriture et des arts. Et puis, dans son expertise multiculturelle, en tout cas, vous avez beaucoup de casquettes. Ici, nous vous recevons en tant qu'auteur au pied du mont Fuji, d'où vous est venue l'inspiration d'Entre des Jeux. Merci pour la question. Peut-être pour certains qui se disent c'est quoi le mont Fuji, qui ne savent pas, peut-être commencer par là. Le mont Fuji, c'est la plus grande montagne du Japon. Pour ceux qui regardent le manga, qui lisent les dessins animés, parce que le Japon est très puissant en ce qui concerne le cinéma, surtout le dessin animé. Le mont Fuji, c'est la plus grande montagne du Japon. Et comme plus grande montagne, c'est comme une forme de symbole pour le Japon, pour le peuple japonais. Et donc, lorsqu'on fait référence au mont Fuji, on fait référence au Japon. Et l'idée m'est venue de mon expérience comme noir, africain, congolais, vivant au Japon, dans une autre culture, une autre nourriture, une autre langue. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, qui suis congolais, natif de Likasi, noir, étranger, vivant au Japon? Ça veut dire quoi? Vivre comme étranger dans une autre culture, une autre langue, chez un autre peuple qui est différent de son peuple. Et ici, il s'agit d'une découverte. Effectivement, il s'agit effectivement d'une découverte. Parce que lorsqu'on va rencontrer une autre culture, un autre peuple, on essaye de découvrir ces peuples, cette culture. Mais en réalité, en découvrant l'autre, on se découvre soi-même. Parce que on ne peut pas découvrir l'autre lorsqu'on n'apprend pas à se connaître d'abord soi-même. Connaître ses origines, connaître d'où on est venu. Et en allant à l'encontre de la différence, ce qui est différent de moi, différent sur tout le plan culturel, racial, linguistique, j'ai appris à me découvrir moi-même, c'est-à-dire à apprendre davantage de la culture africaine, congolaise, et apprendre mes origines pour mieux entrer en contact avec l'autre. C'est un peu comme le rendez-vous du donner et du recevoir. Alors ici, vous parlez de vous, on dirait une autobiographie, mais il y a aussi de la fiction dans ces romans. Effectivement, c'est effectivement une fiction. Mais comme vous le savez, il n'y a pas de fiction pure et simple. La fiction part toujours d'une expérience. Et c'est de cette expérience-là, c'est-à-dire mon expérience comme africain, congolais, vivant au Japon, comme un être humain, un étranger tout simplement vivant au Japon. Et comment est-ce que je vis cette expérience-là? Et ça veut dire quoi pour un étranger, pour quelqu'un qui n'appartient pas aux autochtones, qui ne fait pas partie de la communauté d'autochtones, vivre dans ces pays qui semblent être exotiques pour beaucoup, qui fascinent beaucoup. Parce que lorsqu'on parle du Japon, j'ai fait des tours à Lubumbashi, 80%, 90% de voitures qui roulent à Lubumbashi sont japonaises. C'est l'impression que j'ai de toutes les façons. Et c'est un pays qui façonne beaucoup. Et ces pays qui façonnent, ça veut dire quoi lorsque l'on vit dans un pays comme celui-là? Et partant de mon expérience comme étranger, j'essaie de partir d'une fiction. Une fiction qui met en relief la question de la différence. Quelle représente la différence? Différence religieuse, différence culturelle, raciale, vous en parlez également. Ouais. Comment nous vivons ces différences-là?
Ici au Katanga, nous vivons cette différence-là. Il y a des gens qui viennent de partout à travers le pays, même de l'extérieur du pays. Comment est-ce que nous vivons ces différences? Quelqu'un qui n'est pas de ma tribu, qui ne parle pas ma langue, qui n'est pas comme moi, qui ne mange pas comme moi, qui ne croit pas comme moi. Parce qu'il y a de plus en plus c'est une différence religieuse qui s'installe dans nos sociétés. Et comment on vit toutes ces différences? Alors ici, dans votre ouvrage, vous expliquez l'image que quelqu'un s'est fait une fois au Japon et qu'est-ce que les autres se font comme idée par rapport à ces voyageurs. Effectivement, c'est l'expérience de Muntu qui est le personnage principal dans ce roman. Vous savez, lorsque l'on va aller rencontrer la différence, lorsque l'on va à l'étranger, souvent les gens ont des stéréotypes. Ils ont comme ça des stéréotypes sur le noir, sur l'Africain. L'Africain, c'est celui qui sait danser, qui sait chanter, c'est celui qui... Voilà. En fait, c'est, comme disait quelqu'un tel que Achille Bembe, c'est lui que l'on ne voit quand on ne voit rien, parce que c'est quelqu'un un peu atypique. Et effectivement, lorsque vous lisez le roman, le personnage de Muntu est reçu avec ses stéréotypes d'une femme, voilà, qui connaît danser, chanter et tout ça. Même s'il y a une part de vérité là-dedans. On lui colle une casquette. Tout à fait. Spécifique. Tout à fait. Et donc, on vous colle une casquette. Et comment on vit ces casquettes-là? Et aujourd'hui, surtout dans ce roman, Muntu, ce qui est beau avec cette femme, c'est que lorsque la princesse Mikiko, qui est la fille du roi du royaume de Makoto, qui au pied du mont Fuji, demande à Muntu de danser. Muntu dit non. Au lieu de danser pour toi, je vais t'apprendre comment on danse. Et c'est une forme d'inversion. La vie que nous menons, on goûte à la beauté de la vie, non pas en racontant l'histoire sur la vie, non pas en voyant, comment je vais dire, les autres vivre, mais c'est en vivant. Et donc, la danse ou la beauté de la danse, ce n'est pas en voyant les autres danser, c'est lorsqu'on danse soi-même. Et elle essaye tout simplement de reprendre ces stéréotypes que les autres ont sur le noir, sur les étrangers, et y invite tout simplement la princesse pour que, voilà, ils vont danser ensemble. Parce qu'en fin de compte, c'est quoi la danse? La danse, c'est cette capacité à jouir de la vie, à s'y prendre avec, comment je vais dire, avec beaucoup de plaisir, et à dire que, voilà, la fatalité n'a pas le dernier mot. Alors, vous parlez de l'intégration également dans ces romans accrochants. Comment s'intégrer dans un environnement lointain, inhabituel? Tout à fait. Je pense que c'est une question importante. Comment, comme étranger, on est d'abord attiré parce qu'on veut découvrir, on est habité par une curiosité. Mais il ne s'agit pas simplement d'une curiosité, parce que lorsque l'on va rencontrer la différence, quelque chose qui est différent de nous, une culture, un peuple, une langue, on est habité par un sentiment ambivalent. C'est à la fois la curiosité, mais aussi une forme d'anxiété, parce que on a peur de l'inconnu. On a peur de l'inconnu. Une personne qui ne parle pas notre langue, qui ne mange pas comme nous, qui ne prie pas comme nous, qui ne croit pas comme nous, mais on se méfie un peu dans un premier temps. Or, la méfiance, c'est l'autre nom de l'ignorance. Parce que lorsqu'on se méfie de quelque chose, de quelqu'un, cela veut dire qu'on ne connaît vraiment pas la personne dans sa différence, dans ce qu'elle est. Prenons un exemple terre à terre. Lorsque l'on vit dans une société, souvent il y a des formules fourre-tout comme on a dit, voilà, les Louba sont comme ça, les Congos sont comme ça. Voilà. On essaye de catégoriser les gens en vrac. Voilà. Et selon les expériences. Et lorsque l'on rencontre vraiment quelqu'un qui est Louba, qui est, c'est pas moi, Tétéla, qui est Congo, on s'est dit, mais on m'a toujours dit qu'ils étaient comme ça, mais toi tu n'es pas comme ça. Et on se rend compte que souvent c'est l'ignorance qui fait qu'on puisse caractériser les gens de manière, en vrac, tout simplement. Et c'est en découvrant la personne, en découvrant ce qu'elle est, ce qu'elle nous apporte dans notre vie, on commence à mettre des bémols. Voilà. Et c'est la même chose, je crois, avec l'intégration. Dans un premier temps,
vivre au Japon, c'est une autre culture, une autre langue, un autre peuple, une langue difficile, il faut le dire. Voilà. Et tout doucement, en découvrant cette langue, d'abord, on n'est pas accepté dans un premier temps. Non pas parce qu'on n'est pas fils du tiroir, on est étranger. On nous accueille comme étranger, on est regardé comme Et étranger. on observe l'étranger. Tout à fait. Et en observant l'étranger, on se rend compte que c'est un étranger qui parle notre langue. Il peut aussi parler de japonais. Mais alors, ça devient un étranger curieux. Voilà. Alors, c'est qui cet étranger qui parle notre langue peut-être bien et qui mange notre nourriture. Et après, ces sentiments de, comment je vais dire, on commence à briser les barrières. Et vivant dans ces milieux, parlant leur langue, mangeant leur langue, leur nourriture, dansant comme eux, on se sent accueilli. Et ces processus d'intégration, il demande beaucoup de temps, il demande beaucoup d'endurance et de persévérance. Et vous parlez dans votre roman de cet échange culturel. Pas seulement vous allez apprendre beaucoup et vice-versa. Mais c'est l'échange, effectivement, c'est le rendez-vous des donner et du recevoir, exactement. Tel que le disait Léopold Sédar Senghor. Et je pense que l'Afrique a beaucoup à donner au monde. Beaucoup. Et une des choses fondamentales, c'est que ce dont parle l'auteur Nadia Kisukidi, elle parle de la Laetitia africana, c'est-à-dire la joie africaine. Il y a comme une forme de magie pour beaucoup de peuples africains, partout à travers l'Afrique. C'est le fait d'être en dépit des difficultés, en dépit des moments difficiles qu'une personne peut être en train de traverser, mais cette personne garde la joie. Parce que la fatalité, comme je l'ai dit au début, n'a pas le dernier mot. Et cette capacité de transcender les difficultés, de se dire que demain sera meilleur, est typiquement africain. Et vous trouvez des sociétés où les gens ont presque tout ce qu'on peut rêver, du point de vue matériel, mais qui ne sont pas heureux. Voilà. Qui ne sont pas contents du peu qu'ils gagnent. Et vous trouvez un jeune Africain qui a son pain, qui a un endroit où se reposer ou dormir, mais qui toujours est satisfait. Satisfait. Il trouve de la joie de vivre. La joie de vivre. Et ces sentiments, je pense qu'il est profond. Et il y a quelque chose comme de spirituel dedans. Et je crois que c'est lié fondamentalement à ce qu'on peut dire la spiritualité africaine, où on s'est dit, voilà, la fatalité n'a pas le dernier mot. Et, comment je vais dire, les moments difficiles qu'on peut traverser ne peuvent pas me définir comme être humain. Parce que comme créature divine, il y a toujours un meilleur qui m'attend. Le meilleur est à venir. Et il faut se battre pour le construire. Et c'est cela que je pense que l'Afrique a apporté au reste du monde. Et de manière particulière au Japon, dont je suis en train de décrire dans ce roman. Alors, ici, vous vantez trop le Japon. Qu'est-ce que vous avez appris de manière spécifique et que c'est en vous désormais l'esprit japonais qui pourrait, par exemple, vous caractériser? C'est d'abord l'esprit congolais qui me caractérise. Ok. Et je pense que, mine de rien, c'est un pays façonnant. Et fascinant, voulais-je dire. Merci pour le mot. C'est un pays fascinant. Lorsqu'on arrive au Japon, il y a 3 choses qui vous marquent. La première, c'est la propriété tout d'abord. Il y a une propriété, en guillemets, maladive, qu'on peut dire. La deuxième chose, c'est le respect avec lequel on vous traite. Quelle que soit votre différence, quelle que soit votre couleur de peau, quelle que soit, comment je vais dire, votre origine, vous êtes traité avec respect comme être humain. La troisième chose, c'est le silence. Et comme vous le savez, comment je vais dire, les bonnes choses ne font pas de bruit. Et c'est un peuple travailleur, et le silence est caractéristique au Japon. Et ces 3 choses caractérisent ce peuple travailleur, respectueux, et qui a toujours une forme d'obsession de mieux faire les choses, de bien le faire. Et ces 3 choses, je pense que, comment je vais dire, comme être humain, ce sont des choses que j'essaye durant bien sûr mon séjour là-bas, j'essaye d'intérioriser parce que ce sont des valeurs que l'on peut apporter. Mais également, j'apporte ce que j'ai comme Africain. J'ai parlé autrefois tout à l'heure de cette joie, de joie de vivre. Des vous, ils ont tiré cette joie qui caractérise tout Africain, de manière générale. Moi, je pense que c'est la spiritualité africaine, c'est-à-dire quelque chose que nous avons en nous comme Africains,
de nous dire, voilà, la fatalité ou la souffrance ou les difficultés n'ont pas le dernier mot. Parce que demain sera toujours meilleur. Et c'est demain, on l'invente au jour le jour. Mais il faut regarder les rues africaines. Regardez toutes ces mamans qui inventent la vie en vendant le beignet, en vendant de l'eau et tout ça. Et regardez comment nos rues sont bondées d'hommes et de femmes qui inventent la vie. Parce que nos rues sont en réalité des laboratoires de la vie. Le soir, elle va rentrer à la maison, elle va payer un peu de, c'est pas moi, un peu de sombe, un peu de matembele, et puis après, même une bière pour son mari. Dans l'argent qu'il a pu collecter ou reçu durant ses business. Ok. Et vous voyez que c'est cette capacité d'inventer le possible. Alors, dans votre roman, on sent que c'est beaucoup plus le côté positif du Japon que vous brandissez. Comme que dirait, le négatif n'existe quasiment pas. Je pense que c'est vrai, c'est une lecture possible de choses, mais lorsque vous lisez en filigrane le roman, vous allez voir qu'il y a toutes ces questions des interdits. Si vous avez lu, vous avez lu sûrement la partie où Muntu devrait aller éteindre le feu lorsqu'il y a un incendie. Il est interdit aux femmes d'aller à la rivière, parce que lorsqu'une femme va à la rivière, elle devient une mamba. Et en fait, le Japon, c'est également ce pays de, comment je vais dire, il y a des interdits, il y a des règles qu'il faut respecter. Il y a, comment je vais dire encore, il y a des codes qu'il faut respecter. Et cela fait à ce que ce soit une société, bien sûr, ordonnée, mais au même moment, la vie devient pesante. Parce que les gens ne sont pas, comment je vais dire, libres de donner, voilà. tout donner leur Donc potentiel. ils tiennent compte de limites. Tout à fait. Il faut respecter les normes. Et cela a, comment je vais dire, des effets positifs. Ça veut dire la société est régularisée, on respecte les normes, mais des fois ça pèse. D'où vous avez, par exemple, le Japon, c'est un pays où il y a un taux de suicide très élevé. Il y a une compétitivité, une compétition terrible, mais aussi la pression sociale, le regard des autres, où la régulation de la vie fait que ça pèse et ça crée beaucoup de stress. C'est d'ailleurs Durkheim, dans son livre Les suicides, qui disait qu'il y a deux sources de suicide dans une société. S'il y a trop de règles, les gens sont poussés à se suicider. Parce que Ils se sont étouffés. Voilà. Mais quand il n'y a plus de règles du tout, les gens aussi sont tellement libres, ça pousse aussi au suicide. Et donc, ce sont les extrêmes. Et au Japon, on voit cette extrémité. En fait, c'est une forme d'extrémité en termes de régulation et tout ça, mais qui, à mon sens, permet à ce que la société soit gouvernable. Voilà. Alors, cher auteur, au pied du mont Fuji, dites-nous à quelle catégorie de personnes cet ouvrage s'adresse? Merci beaucoup pour la question. Je pense que mon audience, c'est d'abord moi-même. Oh, vous-même. Parce que c'est une forme de... Lorsque l'on prend la plume pour écrire, c'est une forme de frustration. En fait, écrire, c'est exorciser une frustration qu'on a au fond de soi. C'est une forme de frustration qu'on porte, que l'on veut externaliser. Ça, c'est la première des choses. Mais aussi, écrire, c'est un peu comme c'est déshabiller en public. C'est laisser... comment on est vulnérable, comment on peut être aussi porté par des questionnements, comment on est porté par des interrogations que l'on veut exposer. Et donc, malheureusement, quand on a déjà publié un texte, il n'appartient plus à l'auteur, il appartient au lecteur. Et le premier lecteur, c'est tout étranger, tout d'abord. Toute personne qui vit dans un pays étranger, pas nécessairement le Japon ou l'Asie, partout se trouve quelqu'un qui a fait l'expérience d'étranger. C'est-à-dire qui a fait expérience de partir au loin de chez soi, de sa race, de sa culture, de son milieu de confort. Et en fait, c'est à ces personnes-là que s'adresse ce livre, ces romans. La deuxième catégorie de personnes, c'est effectivement le peuple japonais, ou ceux qui reçoivent les étrangers. D'abord les étrangers, mais aussi ceux qui reçoivent les étrangers. Parce que la clé de lecture de ce roman, c'est en fait la question de la différence.
comment vivre comme quelqu'un qui est différent dans un milieu, mais aussi comment vivre avec des gens qui sont différents de soi dans son propre milieu. Donc c'est un roman guide. Je suppose, merci pour le mot que vous venez de donner à ce roman. Et je pense que le Katanga est parmi ces régions où il y a toutes ces questions d'étrangers, toutes ces questions de ceux qui sont venus d'ailleurs et ceux qui se croient être d'ici. Et donc c'est un roman qui met toute la question En relief. d'ici et d'ailleurs. Voilà. Alors, est-ce que vous avez l'impression d'avoir écrit pour la première fois cette thématique, bien qu'un peu figée? Je ne suis pas le premier. Il y a un bon livre sur la question des identités meurtrières, par exemple, qui est un livre qui a été écrit par Amin Malouf, un auteur égyptien, francophone et tout ça, qui est d'ailleurs membre de l'Académie française. Je suis le premier peut-être à avoir écrit ou à avoir ouvert la voie à ce qu'on peut appeler la littérature, comment je vais dire, de la diaspora africaine en Asie, ou surtout au Japon. C'est-à-dire, vous avez des livres tels qu'Un nègre à Paris, toute cette la littérature entre l'Afrique et l'Occident. Mais je suis peut-être parmi les gens qui ont écrit en premier sur la littérature, comment je vais dire, entre l'Asie de l'Est, c'est-à-dire le Japon, Corée et tout ça, et l'Afrique. Parce qu'il y a très peu, comment je vais décrire en ce sens-là. Alors, vous recevez quand même les feedbacks par rapport à votre œuvre de l'esprit? Je reçois des feedbacks parce que c'est, comment je vais dire, le livre n'a pas été encore présenté ici au Congo. C'est la première fois qu'il Il aurait fallu le présenter là au Japon. J'y arrive. Voilà. J'y arrive parce que le mois passé, c'est-à-dire le 18 juillet, le livre a été présenté à Tokyo. À la petite diaspora francophone, parce que le livre est jusque-là sorti en français. Il est en train d'être traduit en anglais et en japonais. Je travaille sur les traductions. Comme vous le savez, traduire un roman, c'est différent de traduire un essai ou un article. Le roman demande beaucoup d'efforts, parce que c'est un genre littéraire, il faut l'habiter et tout ça. Les feedbacks que je reçois des amis ou des auteurs qui m'ont lu en France, en Europe, ce sont même au Japon, est très bon. Il y en a qui se sont reconnus dans l'œuvre. Et si vous voyez les images du vernissage à Tokyo, vous allez peut-être vous marrer parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent reconnus dedans, qui se sentent, qui se disent mais c'est de moi qu'on parle ici. Et je me suis dit bon voilà, lorsque un auteur rencontre quelqu'un qui dit je me reconnais dans mon livre, il a quand même réussi. C'est-à-dire il y a un apport, pas de moindre. Et c'est pourquoi la présentation de cet ouvrage ici à Heure de Scène. Il y a deux présentations qui vont se faire. La première s'est faite le 16 août, c'est-à-dire dans 2 semaines, au Centre Aropé, ce qui est la Bolanda. Le 16 août, de 15h à 18h, c'est-à-dire qu'on va présenter le livre. Je vais discuter avec toutes les personnes qui méritent discuter avec moi autour du livre. Et puis après, il y aura une séance de dédicace que je vais faire le 16 août. Donc le rendez-vous est pris le 16 août. Mais également le 17 septembre, le livre sera présenté à Kinshasa. Au CEPAS, Centre pour Action Sociale, à la Gombe, en face du ministère des Affaires étrangères. Et il y a donc 2 présentations qui sont en vue, mais également des présentations, comment je vais dire, des rencontres avec des lecteurs sont prévues également à Goma et à Bukavu au courant de ce mois. Alors, le stock est-il suffisamment disponible ici à Lubumbashi? Ce qui est intéressant avec le roman, c'est qu'il est disponible en 2 versions. En version papier et électronique. Et donc, en version papier, je pense avoir apporté suffisamment de stock pour ceux qui veulent se procurer le livre. Et le livre se vend à $20, une copie. Et vous avez une copie dédicacée. Alors, prière de ne pas donner le montant du livre. Alors, désolé. pour chuter, Ouais. vous avez appris la langue japonaise également. Effectivement. En une phrase, à tous les Japonais qui vous regardent, ce sera fini. そうですね、今日はこのテレビ番組でこのなんとか私の施設を紹介することができて本当になんというか感謝いたします。そしてこれから日本語の版を今通訳翻訳中なんですけれども、この翻訳の版を終わったら日本でなんというか記念発表することができるかなと思っています。
La traduction, parce que là, nous, on n'a rien entendu. Je suis très content d'avoir présenté mon livre aujourd'hui dans cette émission et je suis en train de travailler sur la version japonaise que je vais présenter sûrement au cours du second semestre de cette année et je serai heureux de le présenter au public japonais dès qu'il est prêt. Monsieur Mukadi Ilunga, vous êtes auteur de ces romans impressionnants au pied du mont Fuji. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.